26 janvier 1966. Jour de chaleur écrasante à Adélaïde, fête nationale australienne, plage bondée, famille détendue. Une ambiance estivale, vibrante, insouciante. À quelques rues seulement de Glenelg Beach, 3 enfants se préparent à passer la journée au bord de la mer. Jane, 9 ans, mature, responsable, sérieuse. Arna, 7 ans, curieuse, vive, bavarde. Grant, 4 ans, rieur, énergique, inséparable de ses sœurs. Leur mère, Nancy Beaumont, hésite d'abord à les laisser partir seuls. Mais les enfants connaissent Glenelg comme leur poche, et Jane et Kitty est considérée presque comme une petite adulte. Ce matin-là, rien n'annonce l'une des disparitions les plus dévastatrices et mystérieuses du XXe siècle. Le trajet vers la plage. La normalité en apparence. Les enfants prennent le bus de 8h45. Ils sont vus, montant calmement, riant, discutant entre eux. Plusieurs voisins les reconnaissent. On les a vus faire ce trajet des dizaines de fois. Il n'y a rien d'étrange, rien de suspect. À Glenelg, ils achètent un gâteau dans une boulangerie locale. Un détail qui deviendra crucial. Puis jouent sur le sable, nagent, construisent un château. Des témoins confirment. Ils semblaient heureux, détendus, comme n'importe quel groupe d'enfants. Mais ce témoignage va être suivi d'un autre, bien plus troublant. L'homme sur la plage. Plusieurs témoins déclarent avoir vu les enfants en compagnie un homme de environ 30 à 40 ans, bronzé, souriant, bavard. Il plaisantait. Il les aidait à sauter dans les vagues. Il semblait parfaitement à l'aise. Les enfants, surtout Arna, semblaient le connaître. C'est ce dernier point qui glace le sang. Arna aurait dit à un témoin « Nous avons déjà vu cet homme ». Cette phrase deviendra l'un des éléments les plus effroyables du dossier. Cela implique un contact préalable, un lien inconnu, peut-être plusieurs approches avant ce jour-là. Si l'homme était un prédateur, il n'agissait pas par impulsion. Il préparait son terrain. Le départ de la plage. Vers 11h, les enfants sont vus pour la dernière fois en train de marcher. Calmes, disciplinés, vêtus de leurs serviettes humides, accompagnés de l'homme. Ils ne prennent pas le bus retour. Ils ne rentrent pas à la maison. À partir de ce moment, le fil du temps se coupe net. Midi passe, puis 13h, puis 14h. Nancy Beaumont commence à s'inquiéter. Les enfants rentrent toujours avant 14h. Toujours. Elle vérifie le jardin, le trottoir, la rue, rien. Nancy se rend à l'arrêt de bus. Elle demande au chauffeur. Il confirme, les enfants ont pris l'aller, mais n'ont pas pris le retour. La panique s'installe. La recherche informelle. Les premières heures perdues, Nancy parcourt la plage. Interroge les passants. Signale les enfants à des kiosques, boutiques, sauveteurs. Personne ne les a vus après 11h. Jim Beaumont, le père, est prévenu. Il monte immédiatement dans sa voiture. Les heures suivantes deviennent floues, chaotiques. Cris dans le vent marin, silhouettes qui se ressemblent, espoir qui monte puis s'effondre, foule trop dense pour comprendre ce qui s'est passé. L'intervention de la police. En fin d'après-midi, les autorités déclarent officiellement la situation critique. Nous sommes en 1966. La notion moderne d'enlèvement d'enfants est moins structurée qu'aujourd'hui. Mais la disparition de 3 enfants en plein jour, dans un lieu bondé, est totalement inédite. La police ferme Glenelg. Fouilles, dunes, cabines de plage, vestiaires, égouts, parking, maisons vacantes. Aucune trace, aucun vêtement, aucun cri rapporté, aucune lutte. C'est comme si les enfants avaient été aspirés hors du monde réel. L'affaire devient une tempête médiatique. Australie entière paralyse son souffle. Mais le plus destructeur n'est pas seulement le crime. Ce sont les témoignages confus, contradictoires, parfois inventés, qui noient les enquêteurs dans un océan de fausses pistes. 1. Le témoignage du boulanger, un détail terrifiant. Le boulanger déclare « Les enfants ont acheté un gâteau, mais c'est Jane qui a payé avec un billet de banque. » Les Beaumont ne donnaient jamais de billets aux enfants, seulement des pièces. Cela implique qu'un adulte leur a donné de l'argent, donc qu'ils étaient déjà en compagnie d'un inconnu, donc que le lien avec cet homme avait commencé avant le dernier témoin visuel. Jane, la responsable, n'aurait jamais accepté de l'argent d'un inconnu, sauf si elle le connaissait
ou si elle pensait qu'il était inoffensif. 2. Les témoins de la plage. Une image trop nette pour être certaine. Plusieurs témoins décrivent un homme, grand, bronzé, cheveux clairs, athlétique, souriant. Mais les descriptions changent subtilement. Les vêtements diffèrent. La couleur des cheveux varie. Dans le chaos d'une plage bondée en été, le cerveau interprète plus qu'il n'observe. La police tente de créer un portrait robot, mais il reste flou. 3. Le dernier témoignage crédible. Les enfants en route. Un couple affirme les avoir vus à 11h10 marcher joyeusement, suivi par l'homme. Jane semblait calme, confiante, non stressée. Ce détail est crucial. Si une menace avait existé, son langage corporel l'aurait trahi. Les criminologues en concluent. Le ravisseur n'a probablement pas utilisé la force. Il a utilisé la confiance. 4. Murmure, mythe, invention. Le cas devient toxique. À partir du 2e jour, la police reçoit centaines de visions, appels de faux témoins, rumeurs absurdes, accusations sans fondement. Certains affirment avoir vu les enfants, dans un magasin, dans une voiture, à des centaines de kilomètres, même à l'étranger. Aucun de ces témoignages n'est fiable. Le bruit a écrasé la vérité. Si les enfants Beaumont ont disparu sans lutte, sans cri, sans panique, au milieu d'une plage bondée, c'est qu'ils ont suivi quelqu'un en qui ils avaient confiance. Ce ravisseur n'était pas un monstre surgissant des ombres. Il était un homme capable de se fondre dans la foule, gagner la confiance de 3 enfants en quelques minutes, manipuler sans brusquer, observer sans être remarqué, agir sans alarmer. Les criminologues modernes identifient 3 profils possibles pour ce type de prédateur. 1. Le manipulateur social, l'homme qui savait plaire aux enfants. Les témoins décrivent l'homme comme détendu, souriant, charismatique, non menaçant. Il plaisantait, aidait Jane à sauter dans les vagues, discutait comme un grand frère. Ce type de prédateur observe d'abord, repère les vulnérabilités, crée un lien progressif, s'installe dans le paysage. Il ne force pas, il invite. Et les enfants, naturellement confiants, ne voient aucun danger. 2. Le prédateur organisé, méthode, planification et opportunité. Ce genre d'enlèvement ne peut pas être improvisé. Le ravisseur devait connaître Glenelg, anticiper la foule, prévoir un lieu de sortie discret, disposer d'un véhicule proche, comprendre les horaires du bus, observer les Beaumont depuis un moment. Le témoignage fatal d'Arna. Nous avons déjà vu cet homme suggère une approche progressive sur plusieurs semaines. Ce type de criminel construit une familiarité, réduit la méfiance, prépare le moment optimal, agit avec calme. 3. Le prédateur opportuniste intelligent, le mélange le plus dangereux. Il peut être socialement charmant, méthodique, patient, mais aussi impulsif dans l'action finale. Il ne cherche pas nécessairement la rançon, la vengeance, un mobile rationnel. Son but est souvent la domination, le contrôle, la disparition parfaite. Les enfants ne se débattaient pas, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas couru, ils l'ont suivi. Ce simple fait change tout. 4. La zone de confort. Pourquoi Glenelg jetait la clé? Le ravisseur connaissait les dunes, les chemins vers les parkings, les routes secondaires, les zones non surveillées. Un enlèvement visible est impossible dans un lieu public saturé. Donc l'homme a probablement marché avec eux vers un endroit calme, gagné encore plus de confiance, utilisé un prétexte, glace, chien, surprise, puis les a guidés jusqu'à son véhicule, sans jamais lever la voix, sans un geste brusque. Ce type de prédateur est rare, mais il existe, et il ne se trompe pas. L'affaire Beaumont a généré des dizaines de suspects, mais 3 noms reviennent constamment dans les archives criminologiques modernes. 1. Arthur Stanley Brown, le suspect discret. Relativement peu connu du grand public, Brown fut accusé, mais jamais condamné, pour l'enlèvement de 2 sœurs dans le Queensland. Ce qui intrigue, description physique similaire, approche douce pour attirer des enfants. Calme extrême, capacité à manipuler. Mais Brown n'a jamais été lié formellement à Adélaïde. Sa présence dans la région reste spéculative. 2. Bevan Spencer von Einem, le suspect élitiste.
un criminel bien connu pour enlèvement, agression, meurtre de jeunes hommes dans les années 80, lien possible avec une élite criminelle d'Adélaïde. Certains témoins affirment que il se vantait de avoir été impliqué dans des crimes majeurs bien avant les années 80. Mais les dates, en partie, ne collent pas. Pourtant, un détail trouble persiste. Von Einem avait accès à des véhicules, des propriétés discrètes, des associés silencieux, des témoins anonymes ont même suggéré que elle, affaire Beaumont, était connaissance privée parmi certains membres de un réseau. Mais rien n'a jamais été prouvé. 3. Harry Phipps, le suspect le plus plausible selon les criminologues modernes. Phipps, industriel local, excentrique, lié à des cercles mondains, vivait à quelques minutes de Glenelg. Indications accablantes. Portait des vêtements similaires à la description du suspect. Adorait approcher les enfants. Avait un comportement instable. Était souvent à Glenelg. A donné de l'argent à des enfants selon plusieurs témoins. Plus troublant, 2 garçons ont affirmé que Phipps leur avait payé pour creuser un trou profond sur sa propriété, la même semaine que la disparition. Ce trou fut plus tard recouvert de béton. Des fouilles modernes n'ont rien trouvé de concluant. Mais l'idée du terrain privé correspond parfaitement à un enlèvement discrètement orchestré. 4. La théorie des un réseau, Elft, Australie, In, en parle que, à voix basse. Certains criminologues défendent une hypothèse terrifiante. Les Beaumont auraient été enlevés par un petit réseau criminel opérant à Adélaïde. Indice qui alimente cette théorie. Cohérence avec d'autres cas de disparition locale, présence d'hommes influents dans les années 60-80, impliqués dans crimes sexuels, témoignages chuchotés mais récurrents, capacité logistique pour dissimuler 3 enfants. Mais sans preuve matérielle, cette hypothèse reste dans l'ombre. Après des décennies de recherches, fouilles, interviews, hypothèses, reconstitutions, l'affaire Beaumont demeure un vide insondable. Mais une reconstruction cohérente émerge parmi les criminologues modernes. 1. Le ravisseur n'était pas un inconnu complet. Les enfants l'avaient probablement vu, dans le quartier, à la plage, dans un magasin, lors de trajets précédents. La phrase d'Arna n'est pas anodine. Nous l'avons déjà vu. Le ravisseur avait construit une familiarité minimale. 2. L'enlèvement a été effectué sans violence. Les enfants ont suivi volontairement. Cela implique un homme calme, confiant, non menaçant, capable de manipuler sans alarmer. Ce profil correspond fortement à Phipps ou à un homme de son type. 3. La disparition totale indique un lieu privé. Pour faire disparaître 3 enfants sans trace, il faut un espace isolé, contrôlé, non surveillé, accessible immédiatement. Maison, usine, garage, propriété privée. Quelqu'un ayant ces ressources était impliqué. 4. Le silence complet implique une structure pour qu'aucune piste n'ait émergé pendant 58 ans. Soit le ravisseur est très tôt, soit une ou plusieurs personnes ont protégé la vérité. Un enlèvement seul peut être discret. Une disparition totale ne l'est jamais. 5. La vérité finale, la plus probable. Les enfants Beaumont sont partis de Glenelg avec un homme qu'ils connaissaient de vue. Ils ont été emmenés dans un lieu privé. Ils n'en sont jamais ressortis. Le ravisseur ou les ravisseurs ont réussi à effacer toute trace. Cette conclusion n'est pas celle d'un monstre. C'est celle d'un prédateur intelligent, intégré, respecté, invisible, un homme que personne ne soupçonnait, en plein jour, au milieu de centaines de témoins. Et c'est ce qui rend l'affaire Beaumont non seulement un mystère criminel, mais une blessure nationale, un traumatisme collectif, un silence que l'Australie entend encore.